Bienvenue à tous à notre podcast à livre ouvert. Aujourd'hui, on explore ensemble Mémoire d'un expert psychiatre. Préparez-vous pour une plongée dans un récit captivant qui nous emmène entre les lignes d'une vie bouleversée, au cœur même des questions de psychiatrie et de justice. Ah, Mémoire d'un expert psychiatre, un livre qui dès les premières pages vous saisit et ne vous lâche plus. On y découvre Adam Jacquerie, un psychiatre expérimenté confronté à une série d'événements qui vont faire basculer sa vie. L'auteur joue avec brio sur la structure du récit, alternant des extraits des mémoires d'Adam et une narration à la troisième personne, ce qui crée un suspense constant. Oui, c'est vraiment habilement construit. Et dès le départ, on est plongé dans une atmosphère lourde, presque palpable. Il y a ce meurtre inexpliqué dans le jardin d'Adam. Une patiente, Hilda, qui semble cacher une profonde fragilité. Et puis le spectre de Pierre Morin, cet ancien patient, accusé de meurtres atroces. Tout cela contribue à créer une tension qui ne fait que s'accentuer au fil des pages. Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est la façon dont l'auteur nous plonge dans l'intimité des personnages. On ressent leurs doutes, leurs peurs, leurs questionnements. L'auteur ne se contente pas de décrire les événements. Il explore la psychologie de ses protagonistes avec une grande finesse. On commence par faire la connaissance d'Adam et de sa femme Lucie. Leur relation semble solide, basée sur une profonde affection et une complicité de longue date. Adam a ce projet d'écrire ses mémoires. Et il s'entoure de Jessie, une écrivaine, pour l'aider dans cette tâche. Mais Lucie est inquiète. Elle presse que ce projet va réveiller de vieux démons, rouvrir des blessures mal cicatrisées. Oui. Et on perçoit déjà une certaine tension entre Lucie et Jessie. Lucie semble presque jalouse de l'influence que Jessie pourrait avoir sur son mari, comme si elle craignait que cette collaboration ne vienne perturber leur équilibre. Et c'est dans ce contexte déjà fragile qu'Adam est réquisitionné pour expertiser un criminel en prison. Grégory Prézo, surnommé le tueur d'anges déchu. Immédiatement, la tension monte d'un cran. Lucie s'oppose fermement à cette mission. Elle veut protéger Adam de la violence et de la noirceur de ce genre d'affaires. C'est un dilemme que rencontrent souvent les psychiatres spécialisés dans le domaine pénal. Comment concilier leur vie personnelle, leur besoin de préserver un certain équilibre émotionnel, avec la réalité de leur métier qui les confronte à des individus souvent dangereux et profondément perturbés. Lucie, elle est lucide. Elle sait à quel point Adam peut être affecté par les histoires de ses patients, à quel point il peut s'impliquer émotionnellement. Et les premiers entretiens d'Adam avec Grégory sont effectivement troublants. Ce dernier est plongé dans un état psychotique. Ses propos sont décousus. Il oscille entre des moments de lucidité effrayante et des phases de délire complet. Adam a du mal à discerner le vrai du faux. À comprendre la réalité des actes de Grégory, c'est là que l'auteur nous montre toute la complexité de la psychiatrie. Comment établir un diagnostic fiable face à un individu aussi instable? Comment déterminer sa responsabilité pénale? Comment démêler les fils de sa folie pour accéder à la vérité? Le lecteur comme Adam est confronté à ses propres limites, à la difficulté de cerner la nature humaine dans ce qu'elle a de plus sombre et de plus insaisissable. Et puis, il y a Hilda, cette patiente fragile et perturbée qui vient consulter Adam. Dès leur première rencontre, il ressent une certaine appréhension, un malaise face à cette femme. C'est comme si intuitivement il percevait une menace, un danger potentiel. Oui, et ce qui est intéressant ici, c'est que l'auteur met en avant la peur d'Adam de se tromper, de mal évaluer la situation d'Hilda. Le choix du traitement en psychiatrie est une décision lourde de conséquences. Une erreur de jugement peut avoir des répercussions dramatiques sur la vie d'un patient. Adam est conscient de cette responsabilité. Et il est comme paralysé par la peur de faire le mauvais choix. En parallèle, on en apprend un peu plus sur Jessie, l'écrivaine qui aide Adam à rédiger ses mémoires. On découvre qu'elle a un lien avec le manoir Andermatt, un lieu marqué par un drame. Elle a choisi d'écrire sur la réalité plutôt que sur la fiction, comme pour exorciser ses propres démons. C'est un personnage intrigant de Jessie. On sent chez elle une certaine fascination pour le côté sombre de la nature humaine, une attirance pour les histoires tragiques. Et on se demande comment son passé, son expérience personnelle, vont influencer son travail avec Adam. Comment elle va l'accompagner dans ce voyage au cœur de ses souvenirs les plus douloureux. Et justement, le passé refait surface pour Adam de manière brutale. Il est tenté par l'affaire Pierre Morin, cet ancien patient accusé de meurtre atroce. Adam était l'expert psychiatre chargé de l'évaluer à l'époque. Et il est rongé par le doute, par la culpabilité. S'est-il trompé dans son diagnostic? A-t-il contribué, malgré lui, à la libération d'un criminel dangereux? C'est un point crucial du récit. L'auteur nous montre ici le poids immense de la responsabilité, qui pèse sur les épaules d'un psychiatre. Leurs expertises peuvent avoir des conséquences terribles, et le doute est omniprésent. On perçoit toute la fragilité de la justice, qui repose parfois sur des analyses subjectives, sur des interprétations. Et comme si la pression n'était pas suffisante, un appel de Lucie vient perturber un entretien d'Adam avec un détenu. Elle semble paniquer en détresse. Adam est tiraillé entre son devoir professionnel, son obligation de rester auprès de ce détenu, et son inquiétude grandissante pour sa femme. C'est le début d'un engrenage infernal.
Cet appel de Lucie est un signal d'alarme, mais Adam est pris au piège de ses obligations. On sent que la situation va dégénérer. Que ce choix impossible, répondre à l'appel de sa femme ou rester professionnel, aura des conséquences dramatiques. Et ce choix, il va le hanter. La culpabilité à Adam suite à la mort de Lucille est immense. D'autant plus que l'affaire Hilda continue de le perturber. On sent qu'il est au bord de la rupture. Oui, l'impact psychologique de ces événements est évident. C'est à ce moment-là que Lou, la fille d'Adam, entre en scène. Inquiète pour son père, elle décide de mener sa propre enquête. L'arrivée de Lou apporte un nouveau souffle au récit. Elle incarne la lucidité et la volonté de comprendre ce qui se trame réellement. Sa découverte d'articles de presse concernant Gregory et son père la met en alerte. Et au milieu de cette tourmente, un souvenir douloureux refait surface pour Adam. L'histoire d'un jeune patient qui a tué ses parents. Cet épisode tragique met en lumière la complexité des décisions psychiatriques et leurs conséquences parfois irréversibles. Ce souvenir agit comme une blessure ouverte pour Adam. Il nous rappelle le poids de la responsabilité. La difficulté de prendre des décisions qui peuvent impacter de manière aussi dramatique la vie des patients. Et comme si cela ne suffisait pas, Adam est agressé par un ancien patient. L'auteur nous rappelle brutalement la dangerosité du métier de psychiatre, la violence à laquelle ils peuvent être confrontés. Cette agression met en lumière la peur omniprésente dans la vie d'Adam et de Lucille. Une peur qui va finir par les paralyser, les isoler du monde extérieur. Lucie, justement, est tétanisée par la peur. Elle refuse de quitter le refuge, se sentant menacée partout. Cette peur a un impact destructeur sur leur relation. On voit Lucille se refermer sur elle-même, s'enfermer dans un monde de silence et de solitude. Pendant ce temps, Gregory est transféré dans une unité pour malades difficiles, une UMD. Son état reste instable, il refuse toute coopération. C'est là qu'il rencontre un autre patient, Victor, qui va jouer un rôle crucial dans l'histoire. Victor est un personnage fascinant et inquiétant. On perçoit chez lui une intelligence perverse, une capacité à manipuler les autres. On se demande quelles sont ses véritables intentions. Quel rôle il va jouer dans le destin de Gregory et d'Adam. Et Gregory, dans ses moments de lucidité, se confie à Adam. Il évoque un passé douloureux marqué par la violence et la manipulation. Il accuse Victor de l'avoir maltraité, exploité. Ces révélations sont troublantes, mais difficiles à interpréter. On est confronté à la difficulté de distinguer le vrai du faux dans les propos d'un patient psychotique. Quelle part de vérité se cache derrière ces accusations? Victor est-il réellement un manipulateur? L'auteur maintient le suspense, nous laissant face à nos propres interrogations. Et au cours d'un entretien crucial avec Gregory, Lou rappelle Adam paniqué. On retrouve ce déchirement chez Adam, tiraillé entre son devoir professionnel et l'inquiétude pour sa fille. C'est un moment de tension intense. Adam est pris dans un engrenage, incapable de choisir entre l'urgence de la situation avec Gregory et la peur pour sa fille. On sent que l'histoire va basculer, que le drame est imminent. Et le drame, il arrive. La mère d'Hilda est retrouvée morte et Hilda met fin à ses jours. C'est un choc terrible pour Adam, un sentiment d'échec cuisant qui l'envahit. La mort d'Hilda est un véritable tournant dans le récit. Adam se sent responsable, coupable de n'avoir pas su la protéger. Les tensions avec Lou s'intensifient, la culpabilité et le deuil mine leur relation. Un article de presse vient ensuite jeter de l'huile sur le feu. On y apprend que Gregory a été libéré et qu'Adam est pointé du doigt. Lou craint désormais pour la sécurité de son père. Cet article de presse est dévastateur pour Adam. La pression médiatique s'accentue, l'opinion publique se retourne contre lui. La peur s'installe et Adam, avec Lucille, se retranche dans leur maison isolée, cherchant un refuge illusoire face à la tempête qui se déchaîne. C'est dans ce refuge coupé du monde que la tension entre Adam et Lucie explose. Une confrontation bouleversante à l'une des révélations sont faites sur la maladie de Lucie, et la situation prend une tournure inattendue. Ce passage est d'une intensité émotionnelle rare. La vérité sur la maladie de Lucie éclate, et on comprend mieux les angoisses, les peurs qui l'arrangent. Leur relation est mise à rude épreuve. La communication est rompue, la confiance s'effrite. Malgré tout, Adam retourne à l'UMD. Il retrouve Gregory, mais l'atmosphère est glaciale. On apprend qu'un nouveau patient est arrivé. Ce retour à l'UMD est marqué par un sentiment de malaise palpable. Adam sent qu'il est en danger, que quelque chose se trame. L'arrivée de ce nouveau patient est un élément perturbateur qui ajoute à l'atmosphère déjà pesante. Et on découvre que ce nouveau patient n'est autre que Victor. La boucle est bouclée. On comprend que Victor est au cœur de cette histoire qui tire les ficelles. Manipule Gregory pour assouvir sa vengeance envers Adam. Jessie, l'écrivaine, commence à avoir des doutes sur le projet des mémoires d'Adam. L'affaire Hilda l'a profondément marquée et elle remet en question son rôle dans tout cela. Les doutes de Jessie sont importants. Ils reflètent l'impact psychologique de cette histoire sur tous ceux qui sont impliqués. On est confronté à la difficulté de rester objectif face à la souffrance, à la manipulation, à la violence. Gregory, sous l'influence de Victor, devient de plus en plus menaçant. Il exprime un profond mépris pour les soignants. Et on comprend qu'il prépare sa vengeance. La rage de Gregory est palpable. On sent qu'il est prêt à tout pour se venger, et Victor l'encourage dans cette voie.
Attisant sa colère, nourrissant sa folie, Maeva, une infirmière intriguée par Victor, découvre son plan machiavélique. Maeva représente la lucidité, la conscience du danger que représente Victor. Sa découverte est un élément clé qui pourrait faire basculer l'histoire. L'affaire prend une ampleur médiatique considérable. On est confronté à la manipulation de l'information, à la soif du sensationnel. Le rôle des médias est ici mis en lumière. On voit comment ils peuvent influencer l'opinion publique, créer un climat de peur et de suspicion. La vérité se noie dans un flot d'informations contradictoires, de rumeurs, de spéculations. Victor est libéré et sa soif de vengeance est intacte. La dangerosité de certains patients, la difficulté de les soigner et la fragilité de l'équilibre mental. Tout cela est mis en évidence de façon saisissante. La libération de Victor est un signal d'alarme. On sait qu'il est capable de tout pour se venger d'Adam. La tension est à son comble, le danger est imminent. Adam, terrorisé, se réfugie avec Lucie dans leur maison isolée. Il est persuadé que Pierre Morand est derrière tout cela. Il le voit partout, devient paranoïaque. la peur a envahi l'esprit d'Adam. Il n'arrive plus à distinguer le réel du fantasme, la vérité de ses propres projections. Il est prisonnier de sa peur, de sa culpabilité. Adam se replonge dans son passé, dans ses erreurs, ses regrets. Il s'interroge sur sa carrière, sur les problèmes de la société, sur sa propre existence. Ce moment d'introspection est poignant. Adam est confronté à ses choix, à ses échecs. Il se demande s'il aurait pu faire autrement, s'il aurait pu éviter certains drames. C'est une réflexion profonde sur le sens de la vie, sur la responsabilité individuelle face au mal. Un ancien collègue, Jacques, le contacte pour lui demander de l'aide pour une expertise complexe. Cet appel est inattendu. On se demande si Adam va accepter de replonger dans cet univers, s'il va trouver la force de se confronter à nouveau à ses démons. Et c'est alors que l'inconcevable se produit. Lucie est assassinée. Adam découvre son corps sans vie. La police arrive, le cauchemar commence. Ce moment est terriblement tragique. On est en plein cœur du suspense. On se demande qui est le coupable, quelles sont les motivations de ce crime. L'ombre de Pierre Morin plane sur l'histoire, mais d'autres pistes sont possibles. L'auteur nous laisse dans l'incertitude, l'angoisse. La situation est intenable pour Adam. Il est le suspect numéro 1. Mais il est persuadé que Pierre Morin est le véritable coupable. Il est dans un état de déni total. Il refuse de croire qu'il puisse être responsable de la mort de Lucille, s'accrochant désespérément à sa théorie, même si tous les indices semblent l'accuser. C'est une réaction compréhensible face à un traumatisme aussi violent. Son esprit cherche à se protéger, à trouver une explication rationnelle à l'irrationnel. Et Lou, déchiré entre la loyauté envers son père et les preuves accablantes, découvre un élément troublant. Adam a dissimulé le corps d'une femme dans leur jardin. La manipulation de Pierre Morin semble prendre une ampleur terrifiante. Cette découverte est un véritable choc pour Lou. Elle est confrontée à une réalité insoutenable. Son père, celui qu'elle a toujours admiré et protégé, est peut-être un meurtrier. La confiance qu'elle avait en lui s'effondre, laissant place au doute et à la peur. Déterminée à prouver l'innocence de son père, Lou s'infiltre dans l'hôpital psychiatrique et découvre un lien troublant entre Pierre Morin et Grégory. Lou fait preuve d'un courage et d'une détermination exceptionnelle. Elle refuse de baisser les bras, prête à tout pour découvrir la vérité, même si cela signifie mettre sa propre vie en danger. Le lieutenant Marc Dupuis, initialement sceptique, commence à douter de la culpabilité d'Adam. Il s'associe à Lou pour retrouver Pierre Morin. L'évolution de Marc est intéressante. On voit comment les éléments s'accumulent, comment les révélations successives le forcent à remettre en question ses certitudes. Il passe du doute à la conviction et finit par s'engager pleinement aux côtés de Lou dans cette quête de vérité. La traque de Pierre Morin conduit à des découvertes macabres. Les corps des amis de Martin, le fils de Marc, sont retrouvés dans une cabane isolée. L'horreur est à son comble. La tension monte encore d'un cran. On est confronté à la cruauté, à la barbarie de Pierre Morin. On craint pour la vie de Martin, on espère qu'il est encore en vie. Et pendant ce temps, Adam, interné en UMD, subit un nouveau traitement, qui l'affaiblit psychologiquement et physiquement. Ce traitement est une véritable torture pour Adam. On le voit sombrer peu à peu, perdre pied avec la réalité, devenir une ombre de lui-même. Lou, de plus en plus désespérée, découvre des informations cruciales dans les dossiers de son père. Elle tente de convaincre Marc de la véracité de la manipulation orchestrée par Pierre Morin. Lou se bat avec acharnement pour sauver son père. Mais elle se heurte à l'inertie du système, à l'incrédulité des autorités. Finalement, lors d'une confrontation dans une grotte secrète, Pierre Morin révèle son jeu pervers et sa manipulation de Grégory. La vérité éclate au grand jour. C'est un moment de libération de justice. La manipulation de Pierre Morin est enfin démasquée. Et l'espoir renaît pour Adam. Et en parallèle, Adam, grâce à l'aide de Lou et au livre de Jesse, retrouve la mémoire. Il se souvient de toute la machination de Pierre Morin.
Le retour de la mémoire d'Adam est la pièce manquante du puzzle, la preuve irréfutable de son innocence. L'histoire se termine sur une note d'espoir et de résilience. Adam, innocenté, se reconstruit aux côtés de sa fille. Jesse publie les mémoires d'Adam, un témoignage poignant sur la complexité de la maladie mentale, la culpabilité, la manipulation et la justice. Mémoire d'un expert psychiatre est un livre bouleversant qui nous interroge sur la fragilité de l'être humain, sur les failles du système judiciaire, sur la force de l'amour familial. On ressort de cette lecture avec une vision plus nuancée de la psychiatrie, de la justice de la vie. Un livre à lire absolument. On vous le recommande vivement. Merci de nous avoir suivis pour ce podcast à livre ouvert. À très bientôt pour une nouvelle plongée littéraire.